passe la parole à Emmanuel Vigneron sur quel territoire de santé. Merci. Bon, je vais écouter les remerciements, mais croyez bien, cher président Franco, qui sont très sincères, monsieur Noir, monsieur Richard, et vous tous, chers amis. Bon, il y a un sujet aujourd'hui, c'est les enjeux de la chirurgie au sein des territoires. Une table ronde, qui est la première, animée par monsieur Durleman, que je remercie également, qui est de quoi parle-t-on, et une question qui m'est posée, quel territoire de santé? Et c'est très exactement ce que je vais essayer de traiter de manière la plus simple et la plus directe. On vient d'entendre, au fond, une lecture commentée de la loi, et de manière plus intéressante encore, de l'exécution de la loi depuis un an et de l'état où on en est, la situation où on en est aujourd'hui. Moi, je vais prendre un peu plus de recul historique encore. C'est mon boulot de professeur de me situer dans une durée beaucoup plus longue. Je viens ce matin de la rue Bonaparte, et entre la rue Bonaparte et ici, il y a une statue qui est la statue de Denis Diderot. Et Denis Diderot, c'est une très grande figure pour beaucoup d'entre nous, et pour moi particulièrement. Et qu'est-ce qu'il nous dit Diderot vis-à-vis de la loi? Vous savez, hein, c'est l'entretien d'un père avec ses enfants. Il nous dit qu'il faut respecter la loi en attendant mieux, pour parler le français moderne. Voilà ce qu'il nous dit, respectons la loi et en même temps travaillons à l'aménager, c'est le décret, c'est la circulaire, c'est le règlement, travaillons à l'aménager pour la rendre meilleure. Et ceci est d'autant plus vrai qu'il y a la loi, mais qu'au-dessus de la loi, il y a d'autres lois, et qu'au-dessus des autres lois, y compris le bloc constitutionnel, au-dessus, il y a encore l'esprit des lois. Et ça, on le sait par, j'allais dire, un copain à Diderot. En tout cas, des gens qui nous sont demeurés proches. Et puis, il y a l'histoire qui est la nôtre, chacun d'entre nous, et qui est plutôt, en fait, simplement l'expérience de l'âge que l'histoire, qui nous habitue à ce qu'il y ait une loi, et puis encore une loi, et puis encore une nouvelle loi, et sans cesse des lois nouvelles. Et de ce point de vue-là, j'en parlais ce matin avec M. Durleman, il faut bien convenir que les GHT ne sont pas réellement des innovations majeures, comme cela a pu être dit par la ministre qui l'a porté. En effet, ça j'en ai parlé, en effet, et ce sera mon premier point, considérons toujours qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Et un peu comme la réflexion sur le fait que les GHT sont des structures molles, ceci doit nous conduire à développer dans un sens que nous jugerions souhaitable cette affaire-là des GHT. C'est au fond une chance, une opportunité qui est donnée à des citoyens et des acteurs modernes, que les structures soient molles, qu'on ne procède plus par instruction comme au XIXe siècle, mais qu'au fond on procède par expérimentation, écoute, concertation avec les acteurs. Et je crois que c'est, par exemple, ce qui assure le succès de la participation médicale aujourd'hui au GHT, via le placement au cœur même du GHT, cela a été fort bien dit par Mme Hubert, du projet médical de territoire. Mais quand même, que dit la loi du 31 janvier 2016? Évidemment, elle dit beaucoup de choses, comme vous savez, il y a beaucoup d'articles, et cet article 107, qui historiquement n'était pas du tout le 107, mais qui était le 28, pour vous dire l'inflation qu'il y a eu à la Chambre des articles, cet article disait que chaque établissement public de santé, santé relation, etc., est parti à une convention de groupement hospitalier de territoire. Je ne reviendrai pas sur la syntaxe, est parti à une convention, c'est un anglicisme qu'on n'employait pas il y a 20 ans. Mais qui a dit les établissements qui assurent le service public hospitalier dans un même secteur d'action sanitaire forment un groupement interhospitalier secteur? Eh bien, c'est, souvenez-vous-en peut-être, pour les plus aînés d'entre nous, c'est l'article 5 de la loi de 1970, la première des grandes lois hospitalières contemporaines, car il y en a eu d'autres, mais je ne vais pas vous faire l'injure de dire que vous étiez contemporain de la loi de 1851 ou de celle de 1806. Mais en tous les cas, la loi de 1970, elle a créé durablement le cadre d'exercice dans lequel beaucoup d'entre nous ont pu travailler.
eh bien, cet article 5 de la loi 70, que j'ai reproduit ici, il est tout de même pas éloigné sur le fond, dans l'esprit, de l'article 107 de la loi de 2016, qui a dit semblablement les communautés d'établissements de santé sont constituées au sein d'un secteur sanitaire entre établissements assurant le service public hospitalier. Je suis désolé, personne ne s'en souvient, et pourtant c'est pas vieux. C'est l'article 30 de l'ordonnance du 24 avril 1996, une des ordonnances Juppé. C'est important, les ordonnances Juppé, elles ont créé des agences régionales d'hospitalisation, elles ont durablement marqué la politique de santé, elles continuent de le faire. Et néanmoins, cet article 30 de la loi, l'ordonnance Juppé, est resté totalement lettre morte. Semblablement encore, et sans provocation aucune, l'article 22 de la loi HPST de 2009, qui définissait, là nous en souvenons tous bien sûr, parce qu'on nous baignait dedans, qui définissait les CHT, les communautés hospitalières de territoire, est tout de même pas si éloigné que l'on veut bien le dire, de l'article 107 de la loi de 2016. Et qui a créé les projets médicaux de territoire. Qui a créé les projets médicaux de territoire? Sinon, il n'est pas là, mais il pourrait être là, l'ordonnance, non pas l'ordonnance, la circulaire du 5 mars 2004, lançant des SROS de troisième génération, qu'on appelle entre nous circulaire Couty, parce que c'est les lois qu'il avait rédigées pour son ministre, M. Mattei, qui suivait, donc avait été prise en application de l'ordonnance de septembre 2003. Et qui elle-même avait créé les territoires de santé. Donc on avait créé les projets médicaux de territoire. De quoi nous souvenons-nous des projets médicaux de territoire? Peut-être de cette belle expression qu'a portée, prononcée nombreuses fois dans les années suivantes Annie Podder, qui disait à l'envi et à fort juste titre, les PMT sont une démarche. Il en va au fond de même des GHT. Et on voit bien que les choses se répètent. Les GHT de 2016, et ça n'enlève sans doute strictement rien, et comme on est entre nous, je peux le dire, c'est pas un propos paradoxal que je veux tenir. Les GHT d'aujourd'hui, et c'est heureux, voilà ce que je veux dire, Jacqueline, les GHT d'aujourd'hui, et c'est heureux, ne sont pas des nouveautés absolues. Elles plongent loin dans le passé de la politique de santé française, elle plonge loin dans le passé de la politique de santé française, leurs racines, ce qui leur donne sans doute plus de vitalité potentielle que quelque chose qui serait comme ça un deus ex machina sorti d'on ne sait quel chapeau. Et bon, je vais rendre hommage à mes héros, à mes dieulards personnels, que j'ai reproduit ici en photo, ces idées-là, elles sont bien plus anciennes encore que la loi la plus ancienne que je viens de citer, qui était la loi de 70. C'est ces idées qui sont derrière, au fond, c'est les idées de graduation et de coordination. La coordination, comme l'a très bien dit Jacqueline Houbert, étant l'idée de la résolution d'une concurrence délétère, coûteuse aux deniers publics. Donc les deux objectifs majeurs, c'est l'égalité d'accès à la santé et le bon emploi des deniers publics. Ces idées-là, elles ont été théorisées pour la première fois par les pères fondateurs de la politique de santé française, c'est-à-dire Henri Monod et ses compères, qui étaient Lucien Dreyfus-Brisac, qui venait d'Alsace et qui avait été interne ici à Paris en 1872, et puis Gustave Druneau, qui était inspecteur avec Monod, et comme lui du corps préfectoral. Et là j'ai reproduit, pour la beauté du propos et la qualité du français qu'ils utilisaient, ces personnes-là, un rapport de Henri Monod, à son ministre qui était Charles Floquet à l'époque, quand il était donc en 93 et depuis 5 ans déjà directeur, il a été pendant 19 ans directeur de l'assistance publique et de l'hygiène au ministère de l'Intérieur, qui est l'ancêtre du ministère de la Santé, qui va naître en 1920 de ses travaux à lui quand même. Et donc on voit que les choses sont anciennes.
Alors, la deuxième partie de mon propos, elle est sur GHT et chirurgie, puisque c'est bien ce qui doit nous réunir aujourd'hui. Mais savoir que les choses sont anciennes n'est pas inintéressant. Savoir que le GHT est mou, je n'y suis pas revenu parce que ça a été dit, il laisse beaucoup ouvert, mou ça veut dire laissant ouvert des opportunités aux acteurs qui veulent bien s'en emparer, et c'est tout l'objet, je crois, de cette mission de pèlerin que entreprennent Malbert et mon ami Frédéric Martineau, le CME de Bayonne, qui font la tournée française pour promouvoir ces choses-là. GHT chirurgie. Alors on dit les GHT et on dit la chirurgie. C'est comme ça que c'est écrit. Mais il faut nous souvenir qu'aujourd'hui, par rapport à l'époque d'Henri Monod, il y a 13 DES et DESC au total dans la chirurgie française. Et puis on peut ajouter qu'il y a 1067 GHL de chirurgie et que dans la CCAM, une nouvelle version qui est sortie il y a 3 jours, 4 jours, enfin 5 jours, c'est la version 47 de la CCAM, il y a plus de 8000 actes chirurgicaux recensés. Donc au fond, on a la différence avec la fin du 19e siècle où il y avait une chirurgie, aujourd'hui on a des chirurgies. Et la chirurgie qui est pratiquée ici n'est évidemment pas celle qui est pratiquée là-bas. Et même au sein de la chirurgie dite, par exemple, orthopédique ou biologique, il y a plusieurs urologues parmi nous, au sein de l'urologie, il y a plusieurs degrés, niveaux dans l'urologie. Il y a donc une double spécialisation dans la chirurgie, comme au fond, il en est, encore aujourd'hui, dans l'industrie. C'est une spécialisation horizontale et une spécialisation verticale. La spécialisation horizontale étant, on fait la même chose, on ne fait pas la même chose, ça c'est la spécialisation horizontale, et la spécialisation verticale, c'est on fait la même chose, mais à des niveaux différents. Selon l'acte considéré, le territoire n'est évidemment pas le même. Et ce qui est peut-être le plus important dans le territoire des GHT, c'est de veiller à ce qu'il soit un territoire qui s'emboîte dans d'autres territoires. Le territoire régional du CHU, le territoire interrégional, des schémas interrégionaux d'organisation des soins, pour les choses les plus rares. Et puis qu'en dessous du GHT, il y ait au sein même du territoire du GHT des sous-territoires qui puissent être représentés par les communautés professionnelles territoriales de santé. Enfin, ce truc qui ne verra jamais le jour, mais qui était au fond l'idée du SPTS, Service public territorial de santé, dans les premières moutures de la loi. Mais qu'on voit bien cette organisation-là à la base. Et puis encore plus loin, demain, l'organisation dans des unités de domicile, comme le voulait déjà Robert Debré dans son plan de réorganisation de l'hospitalisation française en 1944. Donc il y a beaucoup de réflexions comme ça du passé que nous pouvons mêler pour faire des GHT une pièce maîtresse d'une organisation territoriale renouvelée, mais dans laquelle le GHT ne saurait être seul, parce que ce qui est certain, c'est au fond que 135 GHT, 136, demain peut-être 150, moi l'an dernier dans une mission qu'on m'avait confiée, j'en avais rencontré 153, on s'en fout, et c'est 135, demain 136. Anne-Marie Armonterras, qui nous rejoindra cet après-midi, a déclaré quelques jours avant de quitter son poste de DGOS que sans doute il faudrait réviser à la marge un certain nombre de GHT, etc. Ben oui, c'est la vie, et puis la France qui bouge et qui évolue avec des populations qui se transforment, donc il n'est pas du tout illégitime de penser ça. Mais ce qui est certain, c'est que 135 GHT, 140, 150, peu importe, 110, peu importe, ne sauraient jamais constituer autant de baronnies indépendantes, autonomes, où tout se pratiquerait. Ce qui est certain, c'est que chaque GHT a vocation à offrir une offre conséquente, en tous les cas, permettant aux patients d'y trouver beaucoup de ce dont ils ont besoin, et aux praticiens également d'y trouver des conditions satisfaisantes d'exercice par la variété de l'activité qu'ils pratiquent. Ce qui est encore plus certain, c'est que les GHT, qui ne sont pas nés comme ça, sortis d'un chapeau, sont d'un niveau intermédiaire de soins, sur lequel on réfléchit depuis des décennies et des décennies, un niveau intermédiaire de soins, et que les GHT donc, ont vocation à s'articuler dans ce système de soins gradué. On peut estimer par analogie avec le passé, un passé dont nous avons tous été témoins ici, ou presque tous, c'est que le GHT, c'est le niveau de recours.
le niveau 2 de l'hospitalisation de la circulaire Couty du 5 mars 2004, dans laquelle ces niveaux d'hospitalisation étaient pour la première fois définis de façon un peu claire, pour la première fois, parce que comme vous le savez en France, on hésite toujours à définir sur le papier des normes. Et en dessous du niveau 3 qui est régional et du niveau 4 qui est interrégional. C'est des choses auxquelles la DGOS réfléchissait à l'époque et auxquelles j'étais alors à la DATAR, nous réfléchissions également, et que j'avais publié. Donc à quoi ça correspond ça, ce niveau de GHT pour la chirurgie? Ben, ça correspond à la présence au sein du GHT des spécialités chirurgicales autres que la chirurgie cardiaque avec CEC, autres que la neurochirurgie et la chirurgie hyper spécialisée, et ça correspond au fond, parce que j'entends la cloche qui sonne, mais tout à l'heure on a donné 6 minutes de RAB à Jacqueline, alors je vais en prendre aussi 6 ou peut-être seulement 4. On peut penser qu'un GHT devrait être capable en gros d'offrir 85 à un peu moins de 90% du besoin chirurgical. Voilà ce que doit en moyenne couvrir un GHT. Et au fond, si on observe ce que font nos 135 GHT aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Donc il y a beaucoup de choses à faire, et notamment aujourd'hui, à évaluer les GHT pour voir ce qu'ils font vraiment. On n'a pas encore de rendu là-dessus sur ce niveau d'activité qui serait celui des GHT. Il y a de l'évaluation à pratiquer en routine. Par exemple, je prends un autre exemple que celui de la chirurgie, pour varier un peu le plaisir, celui des outbound. Voilà un domaine qui a été réglé par décret, le décret périnatalité de 98, qui a été très admis par la profession, le Collège des gynécologues obstétriciens de France. Et voilà un domaine où le GHT doit permettre une mise en application claire, efficace, 100% de ces niveaux de maternité 1, 2A, 2B, 3, qui ont été définis par les décrets de 98. Alors, une dernière précision s'impose en guise de conclusion, et forcément, j'ai balayé qu'une petite partie de ce que j'aurais aimé exposer, mais on a peu de temps, et j'ai préféré être précis sur certains points. Une dernière précision s'impose. La proximité, telle que nous l'entendons ici, je vous dis bien, le GHT, c'est la chirurgie de proximité. J'essaie de répondre à vos questions. Cette chirurgie de proximité, c'est 85% environ à 88% de l'activité chirurgicale. Et cette proximité telle qu'on l'entend, ce sont les soins hospitaliers qui doivent et peuvent être assurés en proximité dans le cadre du GHT. Ce n'est pas le point d'entrée dans le système de santé, le GHT. Ce qui est le point d'entrée dans le système de santé, c'est le médecin traitant, qui va orienter vers la structure hospitalière si nécessaire. Il faut donc insister sur la nécessité d'une double coordination qui doit être formalisée et qui pour l'instant ne l'est pas, même si la loi l'a laissée ouverte. Mais il est évident que cet après-midi, il y aura quelqu'un de la FHP. C'est pas quand même embrassons-nous Folleville pour l'instant, les GHT. Déjà au simple intérieur du système public avec les PSPH ou ex-PSPH, et évidemment avec le privé. Donc il faut aussi veiller, ça c'est plus facile, mais encore qu'il y a des réticences par crainte de se faire bouffer par le gros, sur les liaisons entre le GHT et le CHU, le niveau régional. Cependant, pour toutes ces raisons, il faut nous attacher, tous autant que nous sommes, mais sans croire qu'il suffit de sauter sur sa chaise en disant j'ai acheté, comme d'autres sautaient sur leur fauteuil en disant Europe, pour que les choses se fassent. Il ne faut pas être dupe de l'affaire, et cependant il faut nous attacher à la réussite des GHT. Non pas parce que les GHT seraient une innovation législative, mais bien au contraire, parce que le GHT, c'est la concrétisation d'une très longue marche historique qui nous dépasse et qui nous dépassera encore demain,
qui nous dépasse, et cette pièce ici nous le rappelle, même si elle est une reconstitution de ce que fut l'amphithéâtre de l'Académie de chirurgie pendant des décennies. Cette pièce nous le rappelle, les GHT, c'est la concrétisation d'une longue marche en faveur de la territorialisation des politiques publiques, qui, en fait, est le projet même d'intervention de l'État dans le domaine de la santé, si l'on y songe. C'est pour cela que l'on a bâti la direction de l'assistance publique au ministère. C'est pour cela qu'en 1920, Justin Godard a voulu la création du ministère de la Santé. Et c'est parce qu'il y avait des oppositions farouches locales que le ministère a disparu pendant 5 ans, entre 24 et 30. Alors c'est un très gros travail, un travail de Sisyphe, me dit-on parfois, un travail de Sisyphe, un travail désespéré. Et je voudrais dire, non pas pour faire mon droupi, mais parce que c'est ma façon de voir le monde. Et alors, où est le problème? Quelle est la leçon finale? Rappelons-nous-le toujours, que nous a enseigné Albert Camus à la fin du mythe de Sisyphe, c'en est la dernière phrase. La lutte elle-même vers les sommets, le GHT représentant un sommet de l'organisation, la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme, j'allais dire une vie d'homme. Et vous connaissez ce point final de Camus, qui était il faut imaginer Sisyphe heureux. Et bien voilà ce à quoi nous sommes condamnés pour notre grandeur à chacun. Merci mes chers amis.